Alors, si vous ne comprenez pas, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous pouvez interagir, hein. Vous pouvez ouvrir le micro par moment pour me poser des questions ou bien pour m'interroger, ou là si je vous le demande, hein, pour que ce ne soit pas un monologue. Donc, le premier chapitre, donc on avait dit c'est un chapitre introductif, il va aborder les points suivants. Donc, on va commencer par définir un certain nombre de concepts, situer les objectifs et les applications de la téléinformatique. Donc, on expliquera euh, ce terme-là, la téléinformatique. On passera très rapidement sur l'historique. On abordera les constituants d'un système téléinformatique. On va classifier les réseaux selon différents critères. On va donner les différents constituants d'un réseau local et on va aborder quelque chose de très important qui est la normalisation avant de présenter le premier modèle qui a défini les réseaux, les protocoles réseau, c'est le modèle OSI. Alors, le mot téléinformatique, ou bien télétraitement, en français aussi, qu'est-ce qu'il évoque pour vous? Déjà, le mot informatique, puisque c'est un mot que vous avez souvent entendu, et peut-être essayer d'expliquer. C'est quoi déjà l'informatique? Si j'essaie de trouver une définition succincte à ce terme-là, à partir du mot, vous pouvez intervenir, hein. Oui? C'est tout ce qui est en relation avec les ordinateurs. D'accord. Alors, si je, indépendamment des ordinateurs, imaginez que vous n'êtes pas informaticien, c'est-à-dire que vous avez reçu le mot d'informatique et vous essayez de comprendre le sens Tao à partir du mot lui-même, c'est-à-dire sans vous référer aux choses que vous connaissez auparavant, à savoir que c'est lié à l'ordinateur. Et quand j'entends le mot informatique, qu'est-ce que j'entends d'autre? Qu'est-ce qu'il y a comme notion dans le mot informatique? Monsieur, un ensemble d'informations. Voilà, donc déjà, il y a le mot information. Donc je repère le mot information. Alors, ça commence donc le préfixe information et ça se termine par tic. Tic, ça devrait évoquer autre chose. Des techniques. Non. Oui, c'est quelque part des techniques. Mais qu'est-ce qu'on cherche à travers l'informatique? On cherche à automatiser. Ça vient d'automatique. C'est-à-dire que l'informatique, c'est l'automatisation de l'information. C'est comment rendre l'information, si vous voulez, numérique et pouvoir la traiter. C'est le traitement de l'information. D'accord? Donc l'ordinateur, il a été créé pour traiter automatiquement l'information. C'est-à-dire que ce ne soit pas manuel. Ça devient un processus qui est fait par la machine. Maintenant, il me reste une deuxième partie, c'est télé. Télé, c'est un préfixe latin que je retrouve dans pas mal de termes tels que télévision, téléconférence, etc. Qu'est-ce que ça veut dire télé? Qu'est-ce que ça Les sous-entend? communications. Relation avec. Non, pas communication, mais quand vous dites télévision, ça veut dire que vous regardez quelque chose, mais comment? Téléconférence, c'est une conférence qui est comment? À distance. À distance, voilà. Donc, télé, c'est une opération qui va se faire à distance. Donc, si je reviens à ma définition, ça sera l'automatisation de l'information à distance. Donc, c'est ça la notion de téléinformatique, ou bien ce qu'on appelle plus communément réseau. Donc, le réseau, il est là pour traiter les informations à distance. C'est-à-dire à distance, c'est-à-dire que les machines ne sont pas forcément devant moi. Ils peuvent être positionnés à une certaine distance de moi et c'est à moi de pouvoir y accéder pour récupérer l'information ou là pour effectuer un certain nombre de traitements.
Alors, dans la téléinformatique, je vais trouver deux disciplines. C'est-à-dire qu'on va trouver l'informatique classique qu'on connaît, mais aussi tout ce qui concerne les télécommunications. Parce que si je n'ai pas de télécommunications, je ne peux pas assurer l'infrastructure, c'est-à-dire le réseau qui va permettre l'échange de données. D'accord? Donc j'aurai des informaticiens qui vont intervenir au niveau de tout ce qui est traitement de l'information et j'aurai aussi des plutôt des électroniciens qui vont, eux, intervenir au niveau de l'installation et la gestion du réseau physique. Et là, je rentre dans des considérations plus d'électroniciens que d'informaticiens. Alors, classiquement, un réseau d'ordinateurs, qu'est-ce que je vais trouver à l'intérieur? Je vais trouver éventuellement des équipements, ce qu'on appelle terminaux, c'est-à-dire des PC clients, sur lesquels vont s'effectuer un certain nombre de traitements légers, c'est-à-dire ce n'est pas des gros traitements, c'est simplement généralement de la consultation de l'information ou de l'envoi de requêtes. Aussi, je vais trouver des serveurs, et j'expliquerai après c'est quoi la différence entre un serveur et un PC client, et des équipements intermédiaires. Alors, ces équipements intermédiaires, ça peut être des cartes réseau, des modems, ou bien ce qu'on appellera des switches, etc. Ce sont des équipements qui vont permettre l'interconnexion de ces machines-là pour former un réseau. Donc ça, c'est, si vous voulez, une vue très très simple, ce que pourrait être un réseau. On détaillera par la suite tous les éléments et on donnera les fonctionnalités de chacun. Alors, ces éléments peuvent être situés dans un espace géographique limité, comme ils peuvent être situés dans un espace plus large. C'est le cas, par exemple, du réseau Internet, où vous avez des interconnexions entre des équipements qui sont très très lointains, c'est-à-dire que vous avez un réseau à l'échelle planétaire. Alors, si on constitue un réseau, c'est pour pouvoir échanger de l'information, effectuer un certain nombre de traitements, éventuellement partager des ressources. Donc, tout ça, ça rentre dans les fonctionnalités ou les objectifs du réseau. Justement, pourquoi un réseau? Quel est l'objectif d'un réseau? Pourquoi, à votre avis, le réseau a été créé? Ce qu'il faut savoir, c'est que la machine, le premier ordinateur a été créé dans les années 40 et fin des années 40. Donc, le premier réseau, il est né dans les années 70, c'est-à-dire 30 ans après. C'est-à-dire pendant 30-40 ans, il n'y a pas eu de réseau. C'est-à-dire toutes les solutions s'opéraient sur monoposte, c'est-à-dire sur des postes qui n'étaient pas raccordés, des machines qui n'étaient pas raccordées. Donc la notion de réseau radio n'existait pas dans les années 60 et même début des années 70. Donc les réseaux réellement se sont vulgarisés à partir des années 80. Donc dans les entreprises avant, il n'y avait pas de réseau. Donc à un certain moment, les concepteurs, les informaticiens, ils se sont dit, il faut qu'il y ait un réseau. Il faut qu'on essaie de raccorder ces réseaux. Quelles sont les raisons, quels sont les objectifs qui les ont poussés à créer ou à raccorder les machines, à votre avis? L'échange et le partage d'informations, monsieur. Oui. Alors, à votre avis, avant, comment se faisait l'échange d'informations lorsqu'il y avait des solutions monopostes? Comment on échangeait les informations? Ben vous, c'est-à-dire que lorsque vous n'avez pas de réseau, comment vous faites pour échanger l'information avec quelqu'un d'autre? Vous n'êtes pas tout le temps connecté à un réseau, c'est-à-dire que des fois, si vous avez besoin de récupérer un fichier, vous faites comment? Vous voulez récupérer un fichier de votre camarade, vous faites comment? Vous vous déplacez. Non, c'est-à-dire techniquement, comment tu fais On dans... travaille sur une seule machine. Non, tu es dehors et voilà, tu as ton laptop ou là et tu veux récupérer un document ou là, comment tu récupères? avec un clé USB. Voilà, c'est-à-dire ou là un support, c'est-à-dire soit bon, maintenant c'est des clés, mais avant il n'y avait pas de clés, il y avait d'autres, soit un CD, en tout cas des supports externes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réseau.
C'est-à-dire vous recopiez sur des supports et puis vous reprenez sur votre machine, vous recollez sur votre machine. Donc, il n'y a pas de réseau qui est créé. Vous utilisez des supports externes pour transporter des documents, les documents que vous voulez vous échanger. C'était aussi la technique qui était utilisée avant que le réseau ne soit là. Bon, on n'avait pas de flash disk, mais on avait à la place des disquettes, des bandes magnétiques, etc. Mais c'était toujours des supports qui étaient utilisés comme moyen, comme vecteur de communication entre les éléments. Est-ce que cette solution, elle est toujours faisable? C'est-à-dire qu'à un certain moment, c'est pas pratique. C'est pas pratique parce que ça demande du temps de pouvoir récupérer. Et puis, ça ne se fait pas en temps réel. C'est-à-dire que vous devez, si tout le monde devait, alors si c'était qu'un seul élément qui devait échanger, ok, mais si vous êtes dans une entreprise et qu'on devait échanger l'information tout le temps. Donc, vous imaginez tout le personnel qui est en train de se déplacer avec ces disquettes-là, ou bien si on se réfère par rapport à notre temps avec des flash disques, donc ce ne serait pas gérable. Donc, à un certain moment, on s'est dit, il faut raccorder les machines pour permettre justement un transfert des données, un échange de données plus rapide et moins encombrant. Donc ça, c'était l'une des raisons qui a poussé à la création des réseaux. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a d'autres objectifs qui ont accéléré, si vous voulez, la mise en œuvre des réseaux. À part l'échange d'informations. Qu'est-ce que vous pouvez partager dans un réseau? À part l'information. Les matériels, Comme, l'imprimante, par exemple, voilà. C'est-à-dire mutualiser, ce qu'on appelle mutualiser les ressources. Si vous étiez dans une entreprise qui n'a pas de réseau, vous avez besoin d'installer éventuellement une imprimante pour chacun de vos employés. Ça, c'est pas pratique. Sinon, si vous installez que très peu d'imprimantes, les gens seront obligés de se déplacer et de déranger leurs collègues pour pouvoir imprimer ou là pour pouvoir, par exemple, scanner. Parce qu'on peut parler d'imprimante, mais en fin de compte, c'est toutes les ressources qui peuvent être partagées. Et donc, le fait de mutualiser les ressources, c'est-à-dire d'installer une imprimante, par exemple une imprimante réseau, et de la raccorder à ce réseau-là, et donc permet justement à tout le monde de l'exploiter et de pouvoir récupérer éventuellement les pages imprimées par la suite sans déranger leurs camarades. Donc là, c'est un gain en coût, parce que vous n'achetez pas plusieurs imprimantes, vous en achetez une, et aussi en temps, parce qu'il n'y a pas aussi vous n'allez pas déranger vos collègues à chaque fois pour pouvoir imprimer. Donc aussi, est-ce qu'il y a d'autres objectifs ou là d'autres raisons? Alors, une autre raison, c'est ce qu'on appelle les bases de données. C'est éviter la duplication des bases de données. C'est quoi une base de données? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce terme, base de données? Non? Alors, une base de données, c'est quoi? C'est une structure informatique qui va permettre de sauvegarder des données qui sont liées. C'est-à-dire, c'est des tables. C'est des tables, qui va les tables Excel. On peut les regrouper pour former ce qu'on appelle une base de données. Ensuite, je fais quoi de cette base de données? C'est-à-dire qu'elle peut être interrogée. C'est-à-dire, s'il y a une donnée complexe que j'ai envie de récupérer, par exemple, j'ai envie de récupérer les noms des personnes qui ont voyagé l'année dernière ou là, les noms de personnes qui ont entre 20 et 30 ans. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des requêtes. Des requêtes que je vais exprimer. Et donc là, la base de données, elle est munie d'un certain nombre d'algorithmes qui vont permettre de faire des recherches. Des recherches ou des modifications. Donc, pour extraire ces informations spécifiques et les rendre à l'utilisateur. Donc, les bases de données, on les retrouve en général dans les entreprises. C'est-à-dire dans les entreprises, lorsqu'on récupère toutes les informations,
on les met dans ces bases de données pour qu'on puisse récupérer l'information spécifique et la traiter par la suite. Donc, les bases de données, lorsqu'elles ont été créées avant l'avènement des réseaux, elles étaient gérées aussi dans une solution, ce qu'on appelait solution monoposte, c'est-à-dire sur une seule machine, parce qu'il n'y avait pas de réseau. Donc, lorsque plusieurs employés travaillaient sur la même base de données, qu'est-ce qu'il fallait faire? Je n'avais pas le choix, il fallait la dupliquer, il fallait faire plusieurs copies de cette base de données au niveau des différentes machines. Alors, quel est le problème qui pouvait survenir, à votre avis, quand je duplique la base de données? Sachant que la base de données, vous pouvez la lire, mais aussi vous pouvez la modifier, c'est-à-dire vous pouvez rajouter des informations nouvelles dans cette base. Si quelqu'un la modifie, elle va pas, l'autre base de données ne sera pas changée. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'incohérence de la base de données. C'est-à-dire que s'il y a une modification, une opération d'écriture au niveau d'un enregistrement de la base de données, ce n'est pas forcément impacté, ce n'est pas modifié dans toutes les bases, puisque ce sont des bases de données complètement distinctes. Ils sont sauvegardés sur des machines qui ne sont pas raccordées entre elles. Donc, la solution, j'allais dire triviale, ça serait dès que moi je modifie, je me trimballe avec ma disquette pour recopier sur les autres copies. On comprendrait que ce n'est pas faisable, parce que si à chaque fois on devait faire ça, on serait plus retardé par ces modifications que par le traitement lui-même qu'on devrait faire. Donc, ce qu'on faisait, c'est que on se retrouvait avec des erreurs. Où là, on faisait une consolidation à la fin de la journée, c'est-à-dire qu'on mettait une seule copie sur toutes les machines, mais ça ne garantissait pas qu'il n'y ait pas d'erreur dans ces bases de données. Donc là, ça posait un problème. Donc, pour éviter justement les incohérences, il fallait créer une seule copie d'une base de données et la raccorder au réseau. C'est-à-dire que tous les utilisateurs de la base de données ne vont plus avoir de copie, mais accéder à la même base et la modifier en simultané. D'accord? Donc, c'est le réseau qui a réglé ce problème d'incohérence des duplications des bases de données. Aussi, donc le réseau permet la communication, c'est-à-dire si vous travaillez dans une entreprise et que vous avez besoin d'une information spécifique, vous n'allez pas à chaque fois quitter votre bureau pour aller justement chez votre collègue pour lui demander cette information. Vous pouvez à travers le réseau lui envoyer un email ou lui envoyer un message rapide pour qu'il puisse justement vous répondre. Donc là, ça permet de collaborer les équipes au niveau d'une organisation. Donc c'est un gain de temps et de coût. Alors, les premières applications professionnelles qui ont utilisé le réseau, donc on peut les énumérer en 7 grandes applications. Par la suite, ça s'est diversifié. Mais les premières applications, elles sont données ici. On va retrouver la télésaisie. C'est quoi la télésaisie? C'est la possibilité de saisir des documents à distance. N'importe quel type de document. Donc ça, c'est une des premières opérations qui a été, ou l'application qui a été exploitée dans les réseaux. On vient de dire, c'est l'interrogation à distance d'une base de données à travers ce qu'on appelle des SGBD, c'est-à-dire des serveurs de gestion de bases de données. La soumission de travaux à distance. Alors, c'est quoi la soumission de travaux à distance? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le temps, il n'y a pas les PC que vous avez actuellement. Parce que les PC que vous avez actuellement ont leur propre capacité de traitement et de stockage. C'est-à-dire que vous avez une CPU, vous avez un disque dur, vous avez de la mémoire, donc vous pouvez faire un traitement. Dans le temps, il y avait ce qu'on appelait des terminaux. C'est quoi un terminal? C'est simplement une interface, c'est-à-dire c'est un écran et 5 claviers. Et il n'y avait pas de disque dur. Alors vous allez me dire comment ça marche, c'est que ça me permet simplement d'accéder à un serveur qui peut se trouver à une certaine distance. Donc on a plusieurs terminaux AK dans une salle, et donc ces terminaux-là, à travers une carte de réseau, sont raccordés à un serveur. Et donc le serveur, il va traiter les requêtes venant des différents terminaux. Donc je peux envoyer par exemple un traitement à faire, et donc le serveur, qu'est-ce qu'il fait? Il le met en file d'attente. Et il va traiter justement avec tous les travaux qu'il a, les jobs, ce qu'on appelle les jobs,
et selon une politique, soit le premier arrivé, premier servi, etc. Et ils m'auront les résultats qui sont affichés au niveau de mon écran. D'accord? Donc ça, c'était la politique qui a été implémentée dans les années 70, 80, etc. C'est-à-dire avant l'avènement des réseaux tels qu'on les connaît, avant l'avènement déjà de l'ordinateur central, hein, parce que l'ordinateur central, le PC tel qu'on l'a actuellement, n'existait pas dans les années 70-80. C'est quelque chose d'assez récent. C'est vers les fin des années 80 que ça s'est vraiment vulgarisé, qu'on a vu justement l'arrivée des PC tels qu'on les connaît actuellement. Alors, une autre application, c'est la commutation de messages, ou là le routage. Alors, la commutation de messages, on y arrivera par la suite, c'est le principe de router l'information lorsqu'elle doit transiter par des équipements intermédiaires. C'est que lorsque vous voulez vous envoyer des données ou des requêtes sur Internet, par exemple, vous croyez bien que la machine que vous allez interroger n'est pas directement connectée à vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas directement un câble qui vous est raccordé. Vous devez traverser un réseau intermédiaire. De quoi est constitué ce réseau intermédiaire? Il est constitué de différentes machines qui vont jouer le rôle, si vous voulez, de relais. C'est-à-dire qu'elles vont récupérer vos données et le rôle, puisqu'elles ne sont pas destinataires de cette information, c'est de pouvoir la router, la commuter, c'est-à-dire trouver le chemin qui va mener vers la destination. Donc, dans certains cas, il y a des machines qui ne sont là que pour faire ce qu'on appelle le routage et la commutation, c'est-à-dire trouver le chemin pour aller d'une source, enfin, d'un point de départ vers un point d'arrivée. Il y a aussi l'informatique industrielle, c'est que dans pas mal de process de fabrication actuels, l'ordinateur a été introduit. C'est-à-dire lorsque vous voyez comment sont fabriquées les voitures maintenant, comment elles étaient fabriquées il y a 50 ans, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire dans le temps, tout était manuel. C'est-à-dire que c'était l'homme qui faisait des opérations de montage. Maintenant, vous avez des machines. C'est les machines qui font le montage parce qu'elles ont été programmées pour faire ça. Vous prenez maintenant les voitures. Dans les voitures, il y a un ordinateur. Dans certaines voitures, il y a un ordinateur qui gère tout. D'ailleurs, vous avez des capteurs qui sont installés, qui vous donnent un certain nombre d'informations, ce qui vous permet d'avoir un certain confort de conduite. On prend quelque chose de plus sophistiqué, par exemple l'avion. L'avion est géré par un ordinateur. D'ailleurs, vous avez ce qu'on appelle le pilote automatique. L'avion peut piloter tout seul. On n'a pas besoin forcément d'avoir un pilote. On n'a besoin de pilote que lors du décollage et de l'atterrissage. Sinon, les autres phases, on peut enclencher le pilote automatique. Et donc, ce sera un ordinateur qui, en fonction d'un certain nombre de paramètres, donc, va augmenter ou diminuer l'altitude, ou bien déclencher les turbos pour accélérer, etc. Ok. Donc, l'ordinateur a été introduit à différents niveaux de l'industrie pour gagner en temps de production, mais aussi en qualité. La messagerie électronique, c'était l'une des premières applications qui a été utilisée, c'est la possibilité d'envoyer des messages sur un réseau. Et le partage de ressources. Alors, quand on parle de ressources, ce n'est pas forcément le côté matériel. C'est tout type de ressources. On le voit actuellement à travers le cloud. C'est que le cloud est devenu un espace de partage. Tout le monde a son cloud. Par exemple, le cloud de Google, le Drive, où vous pouvez mettre vos données et vous pouvez les récupérer sur n'importe quelle autre machine et quel que soit votre emplacement. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de transporter vos données. Si vous les mettez sur les clouds, vous avez la possibilité de les récupérer même si vous n'avez pas votre ordinateur. C'est-à-dire même si vous changez d'ordinateur, il vous faut simplement votre compte Gmail, au moment que vous connaissez et que parce que vous avez votre mot de passe et votre compte, donc il suffit simplement de se connecter pour récupérer ces données-là. Donc là, il y a cette possibilité de partager les ressources et de les sauvegarder dans des espaces virtuels. Est-ce que c'est clair jusqu'à là? Est-ce qu'il y a des questions? Allô? C'est clair, monsieur. Ok, on avance alors. Alors, dans les réseaux, lorsqu'on est amené à implémenter des applications qui vont fonctionner sur le réseau, on a deux grandes façons de faire. La première façon,
C'est ce qu'on appelle le paradigme client-serveur. Donc, je ne sais pas, peut-être que vous avez encore déjà entendu parler de cette notion-là, la notion client-serveur. Mais dans client-serveur, je vais trouver client et je vais trouver serveur, c'est-à-dire qu'il y a deux entités qui vont former le réseau. Alors, qu'est-ce que je vais appeler client-serveur? C'est que toute application, si elle doit fonctionner avec ce paradigme, c'est-à-dire ce concept, il y a une application qui va s'appeler serveur et il y a des applications qui vont être appelées clients. À votre avis, que fait l'application serveur? Que fait l'application client? Ou quel est le rôle? De manière générale. Le serveur stocke l'information et le client il a accès à cette Alors, information. le serveur stocke l'information. Il ne stocke pas forcément l'information. Ce n'est pas forcément son rôle. Sauf si je suis Il donne dans un... l'information, Il donne une le client, information. il accepte cette information. Mais il accepte, voilà. C'est-à-dire il reçoit sans qu'il ait demandé. Est-ce qu'il la reçoit parce qu'il l'a demandé ou il la reçoit à quelque? Monsieur, Oui? Oui, oui. il offre des services à les différents clients. Voilà, donc ça c'est plus correct. Donc le serveur, il est là pour répondre à des requêtes, aux requêtes des clients. C'est-à-dire que vous avez deux applications. Vous avez une application qui sert, si on parle de serveur, c'est-à-dire qu'elle sert des utilisateurs. Et les utilisateurs qui sont les clients, donc vont envoyer des requêtes, c'est-à-dire des demandes à ce serveur-là pour justement faire un certain traitement et le rendre le résultat. Alors ça pourrait être une recherche d'informations si j'étais dans une base de données. Donc dans une base de données, on parle de SGBD, serveur de gestion de base de données. Mais il n'y a pas que ça, je peux avoir un serveur web. Ou lorsque vous récupérez une page web d'Internet, vous allez interroger un serveur web. Hein, vous tapez par exemple google.com, vous recevez une page. Qui vous a envoyé cette page? Cette page-là, elle a été envoyée par un serveur web. C'est le serveur web à Google. Donc Google, il a des machines dans lesquelles il a installé un serveur web. Et donc, à chaque fois qu'il y a des requêtes, les requêtes viennent d'où? Elles viennent des utilisateurs. Donc lui, il traite ces requêtes et il envoie les résultats. Par exemple, les résultats d'une recherche. Le client, dans le cas par exemple du web, l'application client qui envoie la requête, c'est quoi? Dans le cas du web. Quelle est l'application qui vous permet d'envoyer des requêtes? Au niveau de votre C'est le ordinateur. navigateur. C'est le navigateur. Donc vous êtes en tant que client, vous avez votre application client qui est le navigateur. Soit Google Chrome, soit Opera, soit tous les navigateurs possibles. C'est cela qui vous permet de taper l'URL et par la suite, éventuellement dans les pages web, remplir un certain nombre de formulaires qui vont être envoyés vers les serveurs pour demander, pour demander des requêtes, pour envoyer des requêtes, pour demander un certain traitement ou une certaine information. Ok? Donc le serveur en lui-même n'est pas une machine, c'est-à-dire que vous pouvez acheter une machine quelconque et la rendre serveur. C'est-à-dire ce qui fait qu'une machine est serveur, c'est le fait d'avoir installé une application serveur. Et il est de même pour les clients, c'est-à-dire que ce n'est pas une machine que j'achète, ce n'est pas une machine physique que j'achète qui s'appelle client. C'est parce qu'elle contient des applications qui vont demander des requêtes que je l'appelle client. En quelque sorte, je peux trouver une machine qui est serveur par rapport à un service et qui est cliente par rapport à un autre service. C'est-à-dire, je peux, parce que j'ai un serveur, par exemple, de base de données à mon niveau, je suis serveur par rapport à la gestion de la base de données. Mais je peux demander, par exemple, à envoyer des requêtes pour récupérer une page web, parce que je ne suis pas serveur web. Donc, je suis client par rapport au serveur web qui, lui, est installé sur une autre machine. Donc la notion de serveur client, elle est liée non pas au côté hardware, c'est-à-dire matériel,
mais les lier par rapport au côté software, c'est-à-dire c'est les applications qui tournent, qui font en sorte qu'un équipement, je l'appelle serveur, par rapport à un service donné, ou là, je l'appelle client. OK? Est-ce que c'est clair? Alors, lorsque vous devez implémenter donc, des applications dans le paradigme client-serveur, vous avez besoin d'implémenter deux applications. Une application client que vous allez installer au niveau de poste client et une application serveur que vous allez installer au niveau de ce qu'on appelle le serveur, de la machine que vous avez dédiée pour justement être le serveur. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en général, l'équipement, c'est-à-dire l'ordinateur que je vais choisir pour être le serveur, devrait avoir des capacités matérielles et de traitement supérieures aux équipements qui vont recevoir l'application client. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Mais que ça paraît logique, hein? Pourquoi l'ordinateur qui va être amené à être le serveur va avoir, devrait, je dirais, c'est-à-dire c'est sous-étape, qui devrait avoir des ressources matérielles, c'est-à-dire de la capacité de traitement en termes de mémoire, en termes de CPU, en termes de stockage, supérieure aux machines clientes. Parce qu'elle sert plusieurs machines clients en même temps. Voilà, parce qu'elle est amenée à faire des traitements supérieurs aux autres machines, c'est-à-dire qu'elle est censée traiter les requêtes simultanées venant de différents clients, elle doit stocker de l'information en général, elle doit aussi préparer les données pour être envoyées aux clients une fois que les requêtes ont été traitées. Donc c'est un travail qui est supplémentaire, donc il y a énormément d'informations qui est générée, énormément de traitements de calculs qui sont faits au niveau de ces machines-là, donc forcément elle doit être plus puissante que les machines clients. D'accord? Donc, on vient de voir tout à l'heure les applications, les premières applications qui ont été implémentées dans le réseau. Par la suite, donc, ces applications se sont diversifiées. Donc là, on a, avec l'avènement notamment de Facebook, on a différentes applications qui sont implémentées. Je parlais de Facebook, mais je parle de tous les réseaux sociaux, hein, c'est-à-dire que ça a apporté d'autres possibilités, d'autres applications qui peuvent être justement exploitées sur le réseau. Notamment la communication entre personnes, à travers le chat, etc., à travers tout type de moyens, la visioconférence, la VoIP, c'est-à-dire la possibilité d'utiliser la téléphonie sur le réseau, hein, Viber, WhatsApp, ça n'existait pas avant. Ce sont des applications assez récentes. Donc ça permet de justement permettre une communication avec différents moyens, pas forcément que le texte, mais aussi avec la voix, avec l'image, etc. Les divertissements interactifs, c'est-à-dire la possibilité de jouer sur le réseau. Ça, c'est quelque chose aussi de récent par rapport aux années 70 et 80. Donc là, on peut jouer avec des personnes qu'on ne connaît pas particulièrement sur Internet. Bien sur un réseau, mais aussi sur Internet. C'est-à-dire que vous pouvez jouer à des réseaux, à des jeux réseau, avec des personnes qui sont situées ou localisées un peu partout dans le monde. Le commerce électronique aussi, il y a la possibilité de faire des transactions d'achat, de vente sur le réseau, en ayant des moyens de paiement. Les moyens de paiement, ce sera les cartes de crédit, par exemple, qui vous permettent d'acheter, ou là de vendre, ou là de faire des virements, parce qu'on parle aussi de e-banking, c'est-à-dire la possibilité de manipuler votre compte bancaire à travers le réseau, sans vous déplacer vers la banque. Donc on a pas mal de banques qui offrent ce service. Vous avez aussi d'autres applications qui marquent, par exemple, la géolocalisation. Vous arrivez maintenant, à travers votre connexion réseau, à déterminer votre positionnement. Ou bien de vous aiguiller lorsque vous êtes en train de conduire, vous ne connaissez pas la route, en utilisant Google Maps, vous arrivez par exemple à trouver le chemin pour aller vers une destination donnée
Donc tout ça, ce sont de nouvelles applications qui sont apparues avec, bien sûr, l'évolution technologique du réseau. Ok. Donc plus le réseau, plus la technologie se développe, plus je vais introduire de nouvelles applications dans les réseaux. Alors tout à l'heure, j'avais parlé du paradigme client-serveur, et il y a un autre paradigme qui est, si vous voulez, l'antithèse du paradigme client-serveur, c'est le paradigme peer-to-peer. Peer-to-peer, en français, veut dire égal à égal. Donc, si j'essaye de comparer par rapport au concept client-serveur, qu'est-ce que ce serait le paradigme ou là, le concept égal à égal? Tout à l'heure, on avait dit que c'était pour implémenter des applications. Donc, dans le paradigme client-serveur, il y a une application client et il y a une application serveur. Dans le paradigme égal à égal, comment vont être les applications? Monsieur, il n'y a pas de serveur. Il n'y a pas, enfin, mais il n'y a pas de serveur. C'est-à-dire que toutes les applications, elles vont être quoi? Client, client. Voilà, non. Elles seront client, Client, serveur en serveur, même temps. Voilà, elles seront client, serveur en même temps. C'est-à-dire elles peuvent demander de l'information, mais elles peuvent elles-mêmes offrir de l'information. C'est-à-dire qu'elles peuvent recevoir des requêtes, elles peuvent demander des requêtes. C'est-à-dire que c'est une même application qui fait les deux. Et ça, vous pouvez être amené. C'est-à-dire si vous êtes un programmeur réseau. Et donc, c'est à vous de voir est-ce que votre application, elle sera implémentée sous le concept client-serveur. Dans ce cas-là, vous devez implémenter deux. Si vous faites une solution centralisée, parce que dans le client-serveur, ce qu'on appelle des solutions centralisées, c'est-à-dire qu'il y a un seul serveur et tous les autres sont des clients. Par contre, si vous pensez à un paradigme client-serveur, c'est-à-dire que c'est une solution distribuée. Donc vous avez plusieurs clients, plusieurs serveurs, et tous participent justement au traitement. Donc voilà, c'est deux notions différentes. C'est deux façons de réfléchir comment doit fonctionner le réseau. Donc, dans les applications peer-to-peer, au niveau de toutes les machines, je vais mettre, donc, si vous voulez, un serveur. Et ces serveurs-là, ils vont dialoguer, ils vont s'échanger des informations, ils vont être clients et serveurs en même temps. Alors, une application, vous pouvez avoir des applications comme ça sur Internet. Par exemple, les applications qui permettent d'échanger des données, des documents. Vous avez ça. C'est ce qu'on appelle e-mesh. C'est-à-dire que vous installez cette application au niveau de votre ordinateur, et ça vous permet, par exemple, de récupérer des fichiers de musique ou là, des documents. Donc, vous interrogez les autres machines pour voir est-ce qu'elles ont en leur possession tel ou tel document pour le récupérer, mais les autres machines peuvent aussi interroger votre machine pour récupérer éventuellement un document qui les intéresse. Et on peut généraliser à d'autres types d'applications. Ok. Donc, retenez qu'il y a ces deux paradigmes. Paradigme client-serveur, paradigme égal à égal. Donc, égal à égal, il n'y a pas d'hierarchie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une machine au-dessus des autres. Toutes les machines ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Et forcément, elles font le même traitement. Alors, si on refait l'historique de l'évolution des réseaux, je vais le faire rapidement parce que ce n'est pas le but et je pense qu'on vous a déjà parlé de ça. Donc, ça a évolué à partir du moment où on a inventé les systèmes télégraphiques, l'électricité, le premier ordinateur dans les années 40. Ensuite, la naissance, si vous voulez, du premier réseau dans les années 70, qui était un réseau de défense américain. Ce réseau-là, par la suite, a été délégué au monde universitaire. Ensuite, à partir du monde universitaire, donc c'est devenu le réseau Internet qu'on connaît actuellement. Donc, le réseau Internet, réellement, dans sa partie civile, a été créé dans les années 80. Et donc, il a évolué depuis ce jour-là vers le réseau qu'on connaît actuellement. Donc, alors, pour le réseau Internet, ce qui a permis son développement, c'est un protocole, c'est une pile protocolaire. Vous verrez normalement en S, dans le deuxième semestre, c'est le protocole TCP/IP. Donc, le protocole TCP/IP, c'est le protocole qui est lié au réseau Internet. D'accord? Et donc, c'est ce protocole-là qui a permis justement le développement de ce réseau.
Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans un système téléinformatique? Quels sont les éléments que je vais trouver ou que je vais utiliser pour créer mon réseau? Tout à l'heure, on avait parlé d'éléments terminaux. Donc, ce que je vais appeler d'éléments terminaux, c'est pas forcément des PC que vous connaissez actuellement. C'est pas votre PC ou votre laptop. Ce qu'on appelait les éléments terminaux, ce sont les éléments qui n'ont pas forcément de moyens de traitement ou de moyens de stockage. Ce sont simplement des interfaces. Hein. C'est des éléments basiques, donc qui vous permettent de saisir à travers le clavier donc, des commandes ou des requêtes et de recevoir le résultat au niveau de l'écran. Donc c'est ce qu'on appelle là les éléments terminaux. Donc on va distinguer ces éléments-là des stations de travail, c'est-à-dire où il y a un minimum de capacité de traitement et de stockage, tels que les PC, vos laptops, etc. Il y a les ordinateurs centraux, c'est-à-dire les serveurs. C'est là où je vais installer, donc on a fait le distinguo tout à l'heure, parce qu'on avait dit que les ordinateurs centraux nécessitaient donc plus de capacité pour traiter les requêtes. D'accord? Donc déjà, peut-être physiquement, elles ont des capacités supplémentaires que les autres stations. Et j'ai maintenant tous les équipements portables, tous les équipements mobiles. Ça pourrait être vos smartphones, vos tablettes, etc. Donc ça, ce sont des dispositifs qui ont une capacité réduite de traitement. Donc, je veux dire, elle reste limitée par rapport à des laptops ou là à des PC. Donc ça, c'est tous les équipements qui vont terminaux, on les appelle les équipements terminaux de traitement de données. Pourquoi terminaux de traitement de données? Parce que c'est la finalité de l'information, c'est-à-dire l'information, elle part de là, c'est-à-dire les requêtes partent de là, et aussi elle se termine là. Il n'y a rien après, c'est-à-dire que votre équipement, c'est l'équipement terminal du réseau. C'est lui qui va consommer éventuellement la donnée, ou demander, ou la générer des requêtes, ou la générer de l'information vers le réseau. D'accord? Donc le réseau, il est constitué, si vous voulez, d'un maillage, et au niveau des extrémités vers le maillage, c'est-à-dire la périphérie vers le réseau terre, je vais retrouver ces équipements terminaux, qui sont les équipements qui vont traiter entre parenthèses, consommer, ou bien produire de l'information. C'est clair? Donc les consommateurs de l'information ou les producteurs de l'information, ce sera l'un de ces équipements-là. Alors ces équipements-là sont reliés entre eux pour former le réseau. Ils sont reliés soit directement, parce qu'ils sont voisins, soit indirectement, c'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'équipements ou d'ordinateurs qui vont assurer le routage et la commutation des données, lorsque ces machines-là sont justement distantes, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas directement raccordées par un câble. Justement, pour pouvoir raccorder ces machines entre elles, il me faut d'autres équipements, tels que les équipements terminaux de circuits de données, ou là, brièvement, ETCD. Alors, c'est quoi un ETCD? C'est ce qu'on appelle les contrôleurs de communication. C'est-à-dire que pour pouvoir raccorder deux machines avec un câble, j'ai besoin d'un équipement qui va interfacer la machine avec le câble. Comment on appelle plus couramment cet équipement? On l'appelle la carte réseau. La carte réseau, vous en avez plusieurs sur votre machine, sur votre PC, ou bien sur votre... vous en avez une sur votre téléphone portable, c'est la carte Wi-Fi. Sur votre PC, laptop, vous en avez une, c'est la carte qui vous permet de relier un câble réseau. Vous avez une carte Bluetooth, vous avez une carte Wi-Fi, donc vous en avez au moins 3. Donc vous avez 3 cartes réseau qui vous permettent de vous connecter à un réseau externe. Donc tous ces équipements-là, on va les regrouper sous la dénomination qu'on appelle ETCD. Donc chacune de ces cartes-là permet de raccorder l'équipement théorique à un support identifié. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une carte réseau universelle qui me permet de raccorder à tous les supports. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que je vais dédier pour chaque support, c'est-à-dire soit câble physique ou bien câble aérien, c'est-à-dire le support aérien qui est l'air, dans le cas, tu as le Wi-Fi, le Bluetooth,
Donc, dans ces deux-là, donc, dans tous les cas, j'aurais besoin donc d'une carte réseau adaptée. Donc, cette carte réseau, le rôle TH, c'est quoi? Ou cette ETCD, le rôle TH, c'est quoi? C'est de pouvoir adapter le signal de l'ordinateur. Il y a un signal spécifique, puisque vous avez vu en première année, il me semble, en structure machine, vous avez vu que l'information au niveau d'un ordinateur, elle est codée par un signal électrique. C'est-à-dire le 1, ça représente un certain voltage, le 0, un autre voltage. Donc lorsque j'ai envie de transporter cette information physique au niveau d'un câble ou d'un support externe, j'ai besoin de l'adapter. Et donc celui qui va adapter ce signal-là, c'est la carte réseau, c'est le TCD. C'est-à-dire qu'elle va transformer le signal manipulé par l'ordinateur par un signal qui puisse circuler sur le câble externe, sur le support externe. Alors, dans certains cas, parce qu'on verra qu'il y a deux types de signaux que je peux utiliser, il y a ce qu'on appelle un signal numérique et il y a un signal analogique. Donc les deux signaux ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire c'est deux façons de pouvoir générer le signal. Dans le cas où le signal est appelé signal analogique, la carte réseau ou le TCD, il a une dénomination bien spécifique qu'on appelle le modem. C'est-à-dire que lorsqu'on vous parle d'un modem, c'est-à-dire que le signal qui va être employé pour transporter l'information, c'est un signal analogique. D'accord? Donc, dès que vous entendez signal analogique, vous pensez à modem. Dès que vous pensez à modem, vous pensez à signal analogique. Si ce n'est pas un signal analogique, c'est un signal numérique. Donc, il y a deux types de signaux qui permettent de représenter l'information. Il y a le signal analogique, il y a le signal numérique. Dans tous les cas, j'ai besoin d'un ETCD. Donc, ça pourrait être un modem, ça pourrait être une carte réseau classique. C'est clair? Allô? S'il vous plaît, confirmez que vous êtes bien là. Oui, c'est bon. Ok. Monsieur, Oui? quelle est la différence entre carte réseau et le modem? Le modem est une carte réseau. C'est une carte réseau spécifique. C'est-à-dire que le signal qu'elle génère, c'est un signal qu'on appelle analogique. On expliquera dans le chapitre 2 quelle est la différence entre le signal analogique et le signal numérique. C'est tout. Ok, monsieur. D'accord? Dans certains cas, j'ai besoin d'un équipement spécifique qu'on va appeler le frontal. Le frontal actuellement, c'était de l'ancien qu'on donnait à cet équipement. Actuellement, on l'appelle le firewall ou là le pare-feu. Alors, à quoi sert le firewall ou là le pare-feu dans un réseau? Il sert à protéger le réseau contre les communications externes. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous raccorder vers le réseau externe, c'est-à-dire que vous voulez connecter votre réseau à Internet, par exemple, là, il y a un risque. Quel risque? Quel est le risque? Si vous ouvrez votre réseau à l'extérieur. Bon, si vous êtes particulier, le risque il est limité, mais si vous êtes une entreprise qui travaille dans un domaine spécifique, vous avez des données, imaginez que vous êtes une banque et que vous devez ouvrir votre réseau à l'extérieur. Quel est le risque? Le piratage. Le piratage de données qui sont sensibles. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, les bases de données qui contiennent les comptes des clients, les montants, etc., si vous autorisez le e-banking, c'est-à-dire faire un certain nombre d'opérations, s'il y a un hacker ou un pirate qui va accéder à votre réseau, il peut faire des virements, et voilà, donc c'est-à-dire qu'il y aura, c'est comme s'il a volé la banque, mais il l'a volé, non pas physiquement, mais il l'a volé virtuellement, c'est-à-dire qu'il a accédé et il a dérobé le coffre-fort. Dans ce cas-là, j'ai besoin de protéger mon réseau. Donc comment le protéger? En mettant ce qu'on appelle un pare-feu à l'entrée du réseau. C'est-à-dire que toute communication externe, sortante ou entrante, doit passer par le pare-feu. Donc le pare-feu, il va surveiller quelles sont les connexions qui sont autorisées à rentrer et quelles sont les connexions qui sont autorisées à sortir. C'est-à-dire peut-être que je vais interdire
aux élémentaires et d'accéder à Internet. Je leur permets simplement d'accéder à la messagerie, mais pas par exemple au web, etc. Donc pour éviter justement les problèmes de sécurité. Donc le frontal va se charger d'assurer justement la sécurisation de la communication avec le réseau externe. Alors je ne peux pas dédier cette opération à l'ordinateur central ou là au serveur, parce que les serveurs sont déjà occupés à traiter justement les requêtes par rapport aux services qu'ils offrent. Donc en général, on délègue la tâche justement à la sécurisation du réseau à une autre machine qui sera placée à l'entrée du réseau. C'est-à-dire que le support, plutôt le câble qui va ramener, qui va me permettre de me connecter vers l'extérieur, va d'abord passer par le pare-feu. Et donc c'est le pare-feu qui va, si vous voulez, surveiller les communications qui vont transiter par ce câble-là. Aussi, pour des besoins différents, je peux avoir recours à utiliser des équipements qu'on expliquera dans les chapitres suivants. Donc des multiplexeurs, c'est pour mélanger différentes communications sur un même câble, des concentrateurs qui ont quasiment le même rôle, mais ils rajoutent d'autres fonctionnalités. Les commutateurs et les routeurs, ça c'est pour trouver les chemins qui mènent vers une destination lointaine. Donc tous ces équipements-là sont appelés équipements d'interconnexion, c'est-à-dire sont des équipements qui vont être placés dans le réseau pour raccorder les équipements de traitement de données, des équipements terminaux, entre eux et d'assurer justement le transport des données et de l'information. Donc c'est eux qui vont s'assurer justement du transport de l'information, ce qu'on appelle le réseau de transport. Il va être abordé en détail, il me semble, dans le dernier chapitre, enfin l'avant-dernier, parce que le dernier on le fera. Maintenant, les liaisons qui vont relier les différents équipements, on peut les classer en 3 types. Donc, on peut avoir à utiliser donc, les lignes directes privées, on va noter L, des lignes téléphoniques spécialisées ou bien des lignes téléphoniques commutées. Alors, c'est quoi les lignes directes privées? C'est-à-dire que les lignes directes privées, ça va rassembler tous les câblages qui vous appartiennent. C'est-à-dire que si vous êtes une société, vous voulez installer votre réseau, si vous êtes même un particulier chez vous, vous voulez installer un réseau. Donc, vous voulez raccorder par exemple vos 2 ordinateurs ou bien la télé avec le modem, etc. Donc, vous avez besoin, si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, vous avez besoin d'utiliser un câble. Donc, ce câble-là, vous allez l'acheter. Et donc, tous les câblages ou tous les équipements qui vont former votre réseau au niveau de votre maison, ou là, si on monte plus haut, c'est-à-dire au niveau d'une société, ce sont des câblages propriétaires, c'est-à-dire ce sont des câblages privés qui ont été achetés et installés avec vos fonds propres. Donc ce ne sont pas des câblages que vous avez récupérés, qu'on vous a donné, ou là qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Si je prends le fil téléphonique, le câble Taou, avec il ne m'appartient pas, c'est-à-dire qu'il vient de l'extérieur. Donc j'utilise un câblage externe pour me connecter au réseau téléphonique, mais aussi pour me connecter éventuellement à Internet. Donc ça, c'est un câble qui ne m'appartient pas, c'est un câble public. Par contre, tout ce qui est à mon niveau à l'intérieur de chez moi, ça c'est un câble privé que j'ai acheté avec mes propres fonds et c'est moi-même qui ai installé cet équipement-là et qui configurait le réseau derrière. Donc, les lignes privées directes, ce sont ce qu'on appelle les lignes privées. Les lignes téléphoniques commutées, c'est ce qu'on appelle ce qu'on a noté ici, LC, c'est la ligne téléphonique classique qui vous permet de vous raccorder éventuellement au réseau téléphonique ou là au réseau ADSL. D'accord? Elle vous offre un débit moyen, voire faible, de connexion avec un réseau externe. Parce que je peux utiliser cette ligne téléphonique pour raccorder des sites. La ligne téléphonique classique peut être utilisée à raccorder des réseaux ou là des sites lointains peuvent se trouver dans une même ville ou là dans des villes éloignées pour s'échanger de l'information. Ce qui a été utilisé longtemps avant l'avènement de ce qu'on appelle les lignes spécialisées. C'est que les lignes spécialisées, la différence, ce sont des lignes qui vous offrent un débit supérieur par rapport à une ligne commutée. La ligne commutée, elle est limitée en termes de débit, c'est-à-dire maximum, elle va vous offrir, par exemple, dans le cas ADSL, 10 mégabits.
Et encore, vous n'atteindrez jamais les 10 mégabits parce que c'est un débit théorique. Même si vous dites que vous allez vous abonner pour ce débit-là, mais dans la réalité, dans le concret, vous allez obtenir moins. Donc, si je suis à une banque et j'ai plusieurs agences, j'ai envie de raccorder, il est clair que je ne peux pas utiliser une ligne commutée. Pourquoi? Pour l'échange d'informations, etc., entre les différents sites. Déjà, pour une raison de sécurité, parce que les échanges doivent être sécurisés et je ne peux pas me permettre d'utiliser une ligne téléphonique qui va transiter par le même réseau que les autres abonnés. Donc, j'ai besoin d'avoir ce qu'on appelle une ligne spécialisée. Alors, la ligne spécialisée, ça va être soit une ligne physique qui va être installée entre les différents sites pour éviter toute probabilité de piratage ou de hacking, ou bien ce sera une ligne dédiée qui ne sera pas partagée, c'est-à-dire qu'elle sera permanente tout le temps dans le réseau, qu'on va créer dans le réseau téléphonique, et qui sera dédiée à ce client-là. Et aussi, elle va répondre à mes besoins, c'est-à-dire que si j'ai besoin de 60 mégas, par exemple 60 mégabits par seconde, comme débit, donc on va m'offrir ce débit-là, c'est-à-dire que cette ligne spécialisée va m'offrir un débit par rapport aux besoins que j'ai demandé. Et ce débit-là ne va pas changer, c'est-à-dire qu'il va rester constant. Il ne va pas dépendre des fluctuations ou des problèmes, il y a des perturbations qui peuvent, par exemple, survenir sur la DSL. Parce que je ne suis pas un ailleurs dans la DSL, je suis dans une ligne à part où je suis censé avoir justement un service soutenu et non fluctuant, c'est-à-dire où le service, le débit est toujours constant, est toujours égal, par exemple, à 60 mégas. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler les lignes spécialisées. Bon, clairement, il est clair que si vous devez prendre une ligne spécialisée, ça va vous coûter plus cher, c'est-à-dire c'est un service supplémentaire par rapport à un abonnement, par exemple, ADSL classique, où les tarifs les tarifs en général sont assez bas. Mais pour une ligne spécialisée, donc ça va coûter très cher parce que c'est dédié à des professionnels. Alors, une liaison maintenant, elle peut se présenter sous forme de deux configurations. Une configuration point à point ou la multipoint. Ce qu'on va appeler point à point, c'est-à-dire que c'est une liaison qui va rassembler deux machines au bout de cette liaison. C'est-à-dire que les deux bouts vont être deux machines qui vont s'échanger des données à travers leur ETCD, c'est-à-dire à travers les cartes réseau. Donc ça, c'est la configuration point à point. C'est-à-dire un câble ou un support va être utilisé pour raccorder simplement deux machines. Je peux avoir une autre configuration multipoint, c'est-à-dire un même support peut être utilisé pour accorder non pas deux machines, mais plusieurs machines. Ça, c'est ce qui a été conçu dans les premiers réseaux. Les premiers réseaux qui ont été conçus ont utilisé la notion multipoint. On avait ce qu'on appelait les câbles coaxiaux, c'est-à-dire le câble qui ressemble à celui que vous utilisez pour relier votre parabole à votre démo. Ça, c'est un câble coaxial. Donc, c'était quasiment le même câble qui était utilisé pour créer cette configuration. C'est-à-dire c'était un câble qui était relié à toutes les machines, et donc toutes les machines utilisaient le même câble. Donc, c'est une configuration multipoint. Alors, ce type de configuration physique, c'est-à-dire, elle a été abandonnée. C'est le câble le câble coaxial n'est plus utilisé de nos jours. Et donc, je ne retrouve plus la configuration matériellement. Je la retrouve sous un autre aspect, notamment dans les réseaux Wi-Fi. Dans le réseau Wi-Fi, le support, il est invisible, c'est-à-dire c'est l'air. Vous ne le voyez pas. Ce n'est pas un câble que vous touchez. Mais j'ai affaire à une configuration multipoint parce que je peux avoir plusieurs machines qui sont raccordées, par exemple, à mon PC. Et donc là, j'ai comme si j'avais un câble qui parcourait toutes ces machines. Donc j'ai une liaison sur laquelle plusieurs équipements sont raccordés. Lorsque vous ouvrez par exemple le Wi-Fi, le modem ADSL d'un computer, donc vous n'êtes pas le seul à l'utiliser. Ça dépend combien vous êtes chez vous, donc vous êtes plusieurs à utiliser cette liaison-là. Donc j'ai affaire à une liaison multipoint. C'est-à-dire sur une même liaison qui a été ouverte au niveau de votre routeur ADSL, vous avez 3 à 5 utilisateurs qui vont se connecter à cette liaison-là. Donc j'ai affaire à une liaison multipoint. Donc ça peut être, comme je l'ai dit, sous forme d'un câble physique, comme ça peut être sous forme d'un câble virtuel tel que l'air. Une
permet justement cette connexion multiple. Mais dans la majorité des cas, dans le cas câblé, c'est plutôt des liaisons point à point, c'est-à-dire reliant deux équipements directement. Est-ce que c'est clair avant d'aborder le schéma général? S'il vous plaît, n'hésitez pas à me couper si vous ne comprenez pas, parce que c'est des notions qui sont nouvelles pour vous. Alors si on commence et vous ne comprenez pas certaines choses, ben, ce sera difficile de rattraper les retards. D'accord? C'est clair? Bon, alors si je dois schématiser un réseau téléinformatique, je pourrais le faire à travers ce schéma. Donc, dans le schéma ADA, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver ce qu'on appelle des réseaux locaux. Donc, j'ai un réseau local ici, j'ai un réseau local ici, j'ai des mini-réseaux locaux qui sont distants, un utilisateur qui est là, et ce qui va permettre d'interconnecter tous ces sites-là, c'est le réseau global, le réseau de transport, c'est-à-dire le réseau téléphonique. Quand vous raccordez à Internet, vous raccordez à travers le réseau téléphonique. C'est lui qui vous permet de vous connecter avec le monde extérieur. Donc, dans le réseau téléphonique, je vais trouver quoi? Je vais trouver des machines qu'on appelle des commutateurs routeurs. C'est-à-dire, le rôle d'Ahwa, c'est de transporter les données d'un site vers un autre. Ok. Ce réseau-là, ce n'est pas un réseau propriétaire, c'est un réseau public. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai oublié de dire que les LS, les lignes spécialisées, les lignes commutés, ce ne sont pas des lignes privées, ce sont des lignes publiques, ce sont des lignes qui ne vous appartiennent pas et que vous avez loué l'utilisation auprès d'un opérateur téléphonique. Donc c'est lui qui va vous installer ces lignes-là pendant la durée de votre abonnement. Donc ce qui vous appartient, c'est les lignes privées que vous avez vous-même installées. Là, j'ai un exemple d'un réseau local qui utilise une liaison multipoint. Donc, j'ai des terminaux, un ordinateur central. Donc, un ordinateur central, forcément, c'est là où j'aurai un serveur, que j'installerai des serveurs. Et ça, ce sont des clients. Donc, ils vont demander un certain nombre de requêtes à ce serveur-là et on fait les traitements au niveau de cet ordinateur. Le frontal, je vais le trouver ici. Donc, le frontal, c'est le pare-feu. C'est lui qui va protéger le réseau contre éventuellement des pirates ou là, des hackers. Donc toute la communication va transiter par le frontal. Donc le frontal, c'est la porte d'entrée de mon réseau à partir de l'extérieur. L'extérieur, c'est le réseau global. Donc la ligne spécialisée, elle va être raccordée au frontal à travers le routeur. Le routeur, c'est l'équipement qui va permettre c'est l'équipement d'interconnexion qui va permettre justement de me connecter à un réseau externe. Pourquoi un routeur commutateur? Parce que la destination ne m'est pas directement raccordée. Donc j'ai besoin d'interroger le routeur pour trouver le chemin. Donc les machines vont collaborer pour trouver le chemin qui mène vers la destination. C'est pour transporter l'information. Alors je vois que le premier réseau, il est prolongé avec un deuxième réseau qui est un peu distant. Mais la configuration le réseau, elle est différente. On l'appelle, lorsque on a un seul câble linéaire qui raccorde toutes les machines, on va l'appeler réseau local en bus. Lorsque j'utilise un équipement d'interconnexion spécifique qu'on appelle le concentrateur, on va l'appeler réseau local en étoile. Donc la disposition physique des équipements n'est pas la même. C'est sous forme d'un bus, c'est linéaire, c'est un seul câble en multipoint. Là, c'est un équipement central qui va raccorder toutes les machines vers lui. C'est-à-dire que la communication passe par cet équipement central qu'on appelle le concentrateur. Donc, voilà, on l'appelle concentrateur parce qu'il concentre les flux de données. Tous les flux de données vont passer par cet équipement. Donc ça, c'est une façon de présenter le réseau. Donc, on peut le présenter soit de cette manière, c'est configurer le réseau ou l'installer sous forme linéaire en multipoint ou là sous forme étoile. On reviendra par la suite sur ces différentes topologies. Donc, c'est le terme, c'est la notion de topologie physique. Donc, au niveau de ces réseaux propriétaires,
tous les équipements appartiennent à l'organisation. Donc c'est pour ça qu'on les a dénommés par la lettre L. C'est-à-dire que je suis dans les lignes privées. Ici, c'est une ligne spécialisée parce que je demande d'avoir un débit d'un service supplémentaire. Là, j'ai un site qui contient simplement un ordinateur central qui est accessible à partir du réseau téléphonique et une ligne spécialisée, une deuxième ligne spécialisée. Et je mets aussi un frontal pour protéger l'ordinateur central. Et j'ai des utilisateurs qui travaillent à partir de chez eux. Puisque maintenant, on fait du télétravail. Comme on fait maintenant de la visioconférence, faute de pouvoir se déplacer en présentiel. Donc, comment je vais travailler? Je vais travailler grâce à mon ordinateur et un modem ADSL. Je ne suis pas tout le temps connecté. Je me connecte lorsque j'ai besoin de travailler. Donc, la ligne commutée me permet d'avoir un débit limité. Elle me permet de travailler pendant un certain temps, de récupérer des données. Ensuite, je coupe la connexion. Donc, ça, c'est pour éventuellement des utilisateurs non permanents. Ça, ce sont des liaisons permanentes, parce que je relie des sites. Par contre, ça, c'est des liaisons non permanentes. Ça permet à certains utilisateurs éventuellement de se connecter aux différents réseaux pour récupérer des données ou là pour travailler momentanément. Est-ce que c'est clair ce schéma? Monsieur, Oui? c'est quoi les équipements de TCM? Lesquels? Non, TCM. C'est des commutateurs, ce que j'appelais tout à l'heure commutateur-routeur. Alors les commutateurs-routeurs, c'est pas maintenant qu'on va les introduire. On les introduira dans le dernier chapitre. Sachez que c'est des machines dont le rôle c'est de faire le routage de l'information. C'est tout. C'est trouver le chemin, le chemin optimal pour transporter l'information d'un point A vers le point B. Là, il y a plusieurs commutateurs. Donc comment aller de là, par exemple de cet ordinateur vers cet ordinateur, il n'y a pas qu'un seul chemin. Donc, ces machines-là, elles vont collaborer pour trouver quel est le chemin optimal, le plus court, pour justement transporter la donnée sur le réseau. Voilà, c'est le rôle. Pour le moment, c'est ce que vous devez retenir. Quand on avancera dans les chapitres, on reviendra sur ces commutateurs. On les appelle commutateurs-routeurs, parce qu'ils font deux opérations, la commutation et le routage. C'est clair? Oui, monsieur. D'accord. Alors, classification des réseaux. Lorsqu'on a créé les premiers réseaux, on a classifié ces réseaux-là par rapport à plusieurs critères. Le premier critère qui a été considéré, c'est le critère de grandeur, c'est-à-dire l'envergure du réseau. Combien de machines il contient, sur quel espace géographique il s'étend. Donc, selon justement cette grandeur et ce nombre de machines, ça nous a donné trois grandes catégories. Les réseaux locaux, ou là les LAN, plus couramment utilisés, c'est-à-dire c'est le nom qui revient souvent, le Local Area Network, les réseaux métropolitains, ou là les MAN, ou bien les réseaux larges, en anglais Wide Area Network, les WAN. Donc, les réseaux locaux d'entreprise, ce sont généralement, dans la plupart des cas, ce sont des réseaux propriétaires. Comme tout à l'heure, j'avais parlé de câbles privés. Quand on parle d'un réseau local, c'est-à-dire que c'est un réseau qui a été installé soit par une organisation, soit par quelqu'un, un utilisateur au niveau de son domicile. Donc, il a besoin de raccorder ses PC ou là, ses équipements, des équipements qu'il utilise. Donc, il a acheté lui-même son câblage. Il a utilisé une liaison Wi-Fi pour les raccorder, mais ça reste un réseau propre à lui, qui peut être raccordé à l'extérieur en travers Internet, comme il peut être complètement isolé. Donc, il n'est pas forcément raccordé avec l'extérieur. On peut avoir des sociétés qui ne sont pas raccordées à Internet, c'est-à-dire qu'elles n'utilisent le réseau que pour leurs besoins internes, c'est-à-dire échanger l'information, partager les ressources, avoir accès à la base de données, sans pour autant avoir besoin d'accéder à un réseau externe, ou là de mettre en connexion le réseau local avec l'extérieur. En réalité, j'ai besoin de me connecter à l'extérieur que si j'étais une entreprise, que si j'avais des sites, c'est-à-dire plusieurs agences. C'est le cas des banques, c'est le cas de la poste, par exemple, pour accorder les différentes agences postales.
Là, j'ai besoin d'avoir des liaisons externes. Sinon, à part accéder à Internet, je n'ai pas besoin, je n'ai pas d'objectif à pouvoir me raccorder à l'extérieur. D'accord? Donc, le réseau local, c'est un réseau qui va être limité dans l'espace, c'est-à-dire qu'il est limité par rapport au bâti, c'est-à-dire au bâtiment dans lequel se trouvent ces machines-là. Donc, je ne vais pas le trouver étendu sur un espace géographique important. Donc, il est limité dans l'espace et le nombre de machines aussi, il est limité. Vous prenez le cas de l'université de Belzoua, elle a son réseau local. Elle a peut-être des sous-réseaux locaux au niveau des différentes facultés, au niveau du rectorat, et ces sous-réseaux locaux peuvent être interconnectés entre eux, comme ils peuvent ne pas être interconnectés. Il y a certains sous-réseaux qui sont interconnectés, d'autres non. Et ça forme un réseau local, même si pour vous, il est grand, mais il est limité dans l'espace géographique. Il est limité par rapport au campus. D'accord? Bien sûr, il y a une connexion externe qui permet justement le raccord avec le réseau Internet. Aussi, donc j'avais dit que tous les équipements appartenant au réseau local, ce sont des équipements propriétaires, c'est-à-dire qu'ils appartiennent à l'organisation. Ce ne sont pas des éléments publics. Il n'y a pas de connexion publique, il n'y a pas de ligne spécialisée externe. C'est-à-dire ce que je vais utiliser pour accorder mes équipements, ce sont mes propres équipements, mes propres câblages. Lorsque j'ai besoin de relier plusieurs réseaux à l'échelle d'une ville, ou à l'échelle d'un petit pays, j'ai besoin de faire appel au réseau téléphonique, c'est-à-dire un réseau public de communication. Et dans ce cas-là, une partie de l'infrastructure, elle ne sera pas privée, mais elle sera publique. Et donc là, je parle de réseau métropolitain. D'accord? Donc c'est une envergure moyenne. À une échelle plus importante, c'est-à-dire à l'échelle d'un grand pays qui va l'Algérie, ou là, les États-Unis, ou là, la Russie, ou là, à l'échelle planétaire, si j'ai envie d'interconnecter plusieurs MAN, c'est une hiérarchie. Hein. Donc le MAN, si vous voulez, c'est une interconnexion de plusieurs LAN, et le WAN, c'est une interconnexion de plusieurs MAN. Donc à l'échelle planétaire, lorsque je fais appel à des connexions satellitaires, j'utilise le satellite, j'utilise des connexions sous-marines, c'est-à-dire en fibre optique, pour interconnecter plusieurs réseau MAN, là, je construis ce qu'on appelle un LAN, c'est-à-dire un Large Area Network, qui est à l'échelle de la planète. Et dans ce cas-là, je fais appel à des équipements d'interconnexion sophistiqués, donc des routeurs assez puissants pour trouver des chemins, parce que les chemins deviennent très très lents pour accéder aux destinations, donc les moyens aussi, puisque là j'ai affaire à une envergure très importante, donc les distances sont très importantes. Donc là, je suis à l'échelle planétaire. Un exemple de ce type de réseau, c'est le réseau Internet. Donc Internet est un WAN, parce qu'il permet de raccorder des utilisateurs qui se trouvent à n'importe quel endroit sur la Terre. D'accord, donc ça c'est la première classification des réseaux qui a été donc faite par rapport aux critères, selon les critères justement de l'espace occupé et de l'envergure des réseaux. Par la suite, avec le développement des réseaux, donc il y a de nouveaux réseaux qui ont été créés. Et donc là, on a classé les réseaux par rapport à notre type de critères, c'est le type de câblage ou l'infrastructure utilisée. Donc, il y a eu les réseaux filaires, ce sont les premiers réseaux qui ont été créés. Vers la fin des années 90, on a vu l'arrivée de ce qu'on appelle les réseaux sans fil, c'est-à-dire les réseaux qui n'utilisent pas le câblage pour l'interconnexion. Donc on les a classés en deux grandes catégories. Les réseaux filaires, c'est tous les réseaux qui vont utiliser des câblages physiques. Physique, j'entends solide, c'est-à-dire des câblages à base de cuivre ou à base de fibre optique, etc. Tous ceux qui vont utiliser l'air comme support de communication, on va les appeler les réseaux sans fil. Dans les réseaux sans fil, on va trouver là aussi différentes catégories. On va trouver des réseaux sans fil qui vont permettre l'interconnexion des systèmes. Ce sont des liaisons à faible portée, parce que dans les réseaux sans fil, vous n'allez pas utiliser la même carte réseau. Donc, au niveau de votre PC ou l'ordinateur, la laptop, vous avez différentes cartes réseau adaptées au type de communication. Vous avez une carte réseau Wi-Fi, vous avez une carte réseau Bluetooth, vous avez deux types de cartes réseau.
La carte réseau Bluetooth, elle vous permet de vous connecter à des équipements assez proches, c'est-à-dire sur une portée de quelques mètres, maximum 6 mètres, voire 10 mètres au maximum. Mais il faudrait que l'équipement soit assez, assez proche de votre carte réseau pour pouvoir établir une connexion. Donc, ça vous permet de raccorder par exemple la souris, une souris sans fil ou là un autre équipement qu'on peut trouver. On a par exemple les claviers sans fil, éventuellement les portables, lorsque les téléphones portables, lorsque vous avez besoin de récupérer des données, donc vous utilisez une liaison Bluetooth. Mais il faudrait que le portable ne soit pas très éloigné. Et avec un débit qui n'est pas très important. Ok. Donc le Bluetooth, il est destiné pour établir des liaisons à très faible portée. Lorsque j'ai besoin de raccorder des équipements à une portée plus importante, c'est-à-dire à l'ordre de 100 mètres, entre 10 mètres et 100 mètres, là je fais appel à une liaison Wi-Fi. Donc c'est une autre carte réseau qui va prendre le relais. Donc je vais faire des connexions non pas à travers le Bluetooth, mais à travers le Wi-Fi. Si j'ai besoin de porter le signal très loin sur des dizaines de kilomètres, là j'ai besoin carrément d'une carte réseau spécifique sous forme d'une antenne, comme une antenne parabolique, qu'on appelle le WiMAX, ou bien à l'envergure, à l'échelle par exemple d'un pays où là, sur plusieurs centaines ou milliers de kilomètres, donc là je vais faire appel à des liaisons satellitaires pour couvrir des étendues plus larges. Donc, la différence entre ces différents types de liaisons, c'est que ça dépend aussi du signal que vous allez développer. Il est clair que le signal Bluetooth n'est pas le même que le signal Wi-Fi, n'est pas le même que le signal WiMAX ou là le signal satellitaire. Et plus vous avez besoin de porter loin la communication, plus le signal que vous allez générer sera plus fort. C'est-à-dire que l'énergie que vous allez déployer sera plus importante et donc forcément vous allez consommer plus d'électricité pour générer cette énergie. Donc c'est en fonction de vos besoins que vous allez utiliser tel ou tel type de communication pour justement échanger de l'information. D'accord? Donc soit à l'échelle de quelques mètres c'est le Bluetooth, à l'échelle de quelques centaines de mètres donc le Wi-Fi, ou là kilomètres max, ou là à l'échelle de milliers de kilomètres comme le satellite. D'accord? Et forcément, le moyen aussi ne sont pas les mêmes. Une carte Bluetooth n'a pas le même prix qu'une carte Wi-Fi, ni d'une carte WiMAX ou là satellite. Hein, donc, tout dépend de l'application qui va utiliser ces équipements. Est-ce que c'est clair la différence entre ces différentes communications sans fil? En fait, quand c'est par rapport à la portée du signal, hein, c'est comme ça qu'on les a classés. Que vous avez une augmentation de la portée en passant d'un type vers un autre. Réagissez s'il vous plaît, hein, parce que des fois j'ai l'impression de faire un monologue. C'est clair? Oui, monsieur, c'est clair. Je ne peux pas lire vos messages, donc si vous ne me répondez pas à vos messages, je ne peux pas, parce que je n'ai que la présentation devant moi. Donc, j'ai besoin d'entendre votre voix, ça me rassure. Vous êtes déjà bien là, vous n'êtes pas parti. Alors, dans les réseaux sans fil, là aussi, on va trouver, parce qu'il y a une autre classification qui a été faite, en fait, c'est par rapport à la mobilité. Parce que le sans-fil est différent de la mobilité. La mobilité implique le sans-fil, c'est-à-dire que si vous voulez que vos équipements deviennent mobiles, c'est-à-dire que vous pouvez vous déplacer avec vos équipements, il faut que vous soyez dans le sans-fil, c'est que les équipements TACO n'utilisent pas de câble dans le réseau. Sinon, ce serait impossible, parce que on voit mal comment vous pouvez vous déplacer avec des câbles. Donc, à un certain moment, il faudrait que vous ayez des équipements sans fil pour que vous soyez mobile. C'est le cas de vos téléphones portables, de vos smartphones. Donc, vos smartphones ne sont pas reliés à travers des câbles. Par contre, vous ne pouvez pas vous déplacer avec votre PC. Parce que votre PC, déjà le câblage vous en empêche, mais aussi il y a une autre contrainte, indépendamment du câblage du réseau, c'est l'alimentation en électricité. C'est qu'il faudrait que vous ayez une autonomie en termes une autonomie énergétique.
les PC n'ont pas d'autonomie énergétique, c'est-à-dire ils n'ont pas de batterie. Donc ils sont alimentés à travers un câble électrique. Et donc ça empêche la mobilité. Donc la mobilité, elle est contrainte par deux facteurs. C'est le câble au réseau et aussi le câble électrique, l'alimentation énergétique. Donc si j'arrive à être autonome par rapport à ces deux contraintes, je deviens mobile. Donc tous les équipements vont utiliser l'air forcément sans fil pour se décharger de tout ce qui est câblage et devraient aussi avoir une batterie qui leur permet d'avoir une autonomie donc en termes d'énergie pendant un certain temps. Et le temps de la durée de la batterie, de la recharger par la suite. Dans les réseaux mobiles, il y a une nouvelle génération de réseaux, parce que les réseaux mobiles sont apparus à partir des années 90. C'est les réseaux téléphoniques qui vont cellulaires, le GSM, qui a été le premier réseau mobile qui a été utilisé. Enfin, en tout cas, grand public, hein, quand je dis utilisé. Il y a eu des réseaux mobiles avant, mais on va dire les premiers réseaux qui ont été exploités par les utilisateurs, ce sont les réseaux mobiles téléphoniques. Et donc, dans les réseaux mobiles, on va trouver deux grandes familles. On a les réseaux cellulaires et les réseaux ad hoc. Alors, les réseaux cellulaires, c'est la même architecture qui est utilisée dans les réseaux téléphoniques. Alors, c'est plus simple de vous expliquer à travers le schéma. Donc, un réseau téléphonique, il va être constitué de quoi? Vous l'avez remarqué, il va être constitué d'antennes. C'est-à-dire que vous allez voir que chaque opérateur, il a ses antennes qui sont placées un peu partout. Ces antennes vont permettre aux utilisateurs d'accéder au réseau. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas près d'une antenne, vous risquez de ne pas avoir le champ, ce que vous appelez, vous, le champ. Des fois, vous êtes sur l'autoroute, vous n'avez plus de champ. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas d'antenne assez proche de vous. Alors, ces réseaux, pourquoi on les appelle réseaux cellulaires? Parce que chaque antenne, elle va former une cellule. Une cellule par rapport à la portée TH. On vient de parler de portée, c'est-à-dire chaque signal Wi-Fi, il a une portée. Il peut porter sur une certaine distance. Donc, la limite à la portée HADIC, on va l'appeler une cellule. Donc, vous voyez bien qu'on ne va pas placer les antennes n'importe où. On va les placer de telle façon à être complémentaires. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que la cellule HADIC chevauche avec l'autre cellule, c'est-à-dire qu'ils se partagent le même espace. Il faudrait que la cellule HADIC, la portée TH, soit à la périphérie des cellules voisines, pour qu'elles soient complémentaires. Maintenant, quand je sors d'une cellule, je me retrouve dans une autre cellule. Ça me permet d'économiser le nombre d'antennes. Donc moi, je dois faire une étude au préalable pour voir où est-ce que je dois placer chaque antenne, de telle sorte que le signal TH, il va porter à la limite de la deuxième cellule ou là des cellules qui sont voisinantes. Bon, ça va former ce qu'on appelle un réseau cellulaire. Donc la communication entre les utilisateurs, par exemple d'un réseau téléphonique, se fait à travers cette antenne. C'est-à-dire moi, quand j'ai envie de me connecter à un réseau, donc je me connecte à cette antenne à travers ma puce, c'est ma puce qui va m'identifier. Quelque part, il y a le site de l'opérateur. Oui, donc l'information, elle va remonter vers ce site pour interroger les bases de données, pour voir si je suis réellement enregistré. Et donc, ça permet aussi d'établir les communications. C'est-à-dire que si deux éléments, j'ai envie d'appeler quelqu'un, donc la communication ne se fait pas directement, ne se fait pas de manière horizontale, elle se fait verticalement. Je dois d'abord remonter vers l'antenne remonte vers l'ordinateur, ensuite on regarde où est-ce qu'il est le correspondant terrien. Est-ce qu'il est ici dans la même cellule ou est-ce qu'il est dans une autre cellule? Donc je fais un routage quelque part. Donc j'essaie de trouver le chemin pour atteindre le correspondant terrien. La communication s'établit. C'est comme ça que fonctionnent les réseaux cellulaires. Donc il y a une hiérarchie, c'est-à-dire que on remonte vers l'antenne, ensuite vers ce qu'on appelle la station de base, et pour établir la communication avec les différents correspondants. Quelque chose d'important dans les réseaux cellulaires, c'est que lorsque vous sortez, par exemple, d'une cellule, vous rejoignez une autre. Qu'est-ce qui va faire que vous basculez, par exemple, d'une antenne à une autre? Parce qu'à un certain moment, lorsque vous éloignez d'une antenne, le signal que vous percevez, il va faiblir. Et plus vous rapprochez de cette antenne-là, le signal HADIA, il va
que vous percevez de cette antenne, il va augmenter. Donc, votre téléphone portable, il est fabriqué de telle façon à se connecter à l'antenne qui vous offre le signal le plus puissant. C'est-à-dire que si à un certain moment, en arrivant à la limite, je trouve que le signal devient plus puissant que celui-là, donc je vais me déconnecter. Enfin, je ne vais pas me déconnecter réellement, mais je vais être basculé, c'est-à-dire que je vais me reconnecter vers cette antenne, sans réellement être déconnecté. Pourquoi? Parce qu'il vous arrive d'être en communication, vous êtes en train de rouler, vous ne perdez jamais la communication lorsque vous passez d'une cellule à une autre. En fait, quand ça se fait de manière transparente, sans que vous le sachiez, c'est-à-dire que le système lui-même, il va vous déplacer de cette antenne vers cette antenne, sans qu'il y ait réellement une déconnexion de la communication. Vous perdez la communication lorsqu'il n'y a aucun signal qui vous couvre. C'est-à-dire que si là, je sors complètement de cette cellule, là, il n'y a pas d'antenne. Là, oui, là, je perds le champ et je suis déconnecté. Donc, il faudrait que je revienne vers la cellule Hanaya pour être pris en charge par cette antenne. D'accord? Donc, c'est comme ça que fonctionne. Alors, le passage de main entre les antennes est appelé le handover. C'est-à-dire, en anglais, ça veut dire passage de main. C'est-à-dire que je passe de cette cellule-là à cette cellule sans qu'il y ait de coupure du service. Alors, je ne sais pas si j'ai tout dit concernant... Oui, normalement, tout a été dit. Voilà, ça c'est un type de réseau mobile. C'est les réseaux cellulaires. Alors, dans les réseaux cellulaires, pour terminer, c'est des réseaux hiérarchiques. C'est-à-dire que la communication ne se fait pas horizontalement. C'est lorsque moi je communique avec un autre client, je ne suis pas directement connecté à lui. On est tous les deux connectés, par contre, à l'antenne et à la station de base, il y a l'ordinateur central. Donc c'est comme ça que se fait la communication entre nous. Donc toutes les communications passent par les équipements supérieurs. Mais il n'y a jamais de communication entre les clients eux-mêmes. C'est clair pour les réseaux cellulaires? D'accord, on avance. L'autre type de réseau mobile, c'est les réseaux ad hoc. Alors, les réseaux ad hoc, qu'est-ce que ça veut dire en latin? C'est un mot latin qui veut dire réseau improvisé. C'est-à-dire improvisé, maintenant, il a été créé pour un besoin particulier. Il n'existe pas. Alors, Bonjour différence... monsieur. Oui. Désolée de vous interrompre, mais on était censé avoir un cours à 11h. À 11h, mais chez 11h20. D'après ce qu'on avait reçu comme mail, c'était à 11h. Vous l'avez reçu de qui? C'est pas moi qui l'ai reçu, c'était la déléguée. Et il commence à 11h20, le cours de Bokher. Monsieur Adam. Hein? C'est Monsieur Adam. Eh, mais monsieur Aden, il connaît l'emploi du temps, c'est 11h20, non? Vous n'avez pas... Non, c'est Vous monsieur avez... Belkhair, monsieur. C'est Bokher, vous avez un cours oui, de système Ah, d'exploitation. oui. 11h20. Vous avez un cours à 11h20. Normalement, à 11h. Il dit à 11h, oui. Ah, il vous dit à 11h comme ça, simplement, mais le cours commence à 11h20. Vous suivez l'emploi du temps, vous ne cassez pas la tête. Alors par contre, demain, il y a, c'est-à-dire, là, je prends la séance de Madame Harouni, à 13h. Donc il faudra la connecter, plutôt rentrer en contact avec elle pour voir quand est-ce qu'elle commence, elle, en tout cas, quel est le créneau taha. Mais on s'est échangé les séances. Donc là, je commence à 13h mon cours. C'est clair pour demain. D'accord, Inch'Allah. Mais là, on termine, s'il vous plaît. On termine les 10 minutes, parce que le cours de M. Belkhair commence à 11h20. Il commence pas à 11h. Alors, le réseau ad hoc, donc j'avais dit que c'était un réseau improvisé. Alors, qu'est-ce que j'entends par improvisé? C'est que je le crée moi-même pour un besoin particulier. Lorsque vous avez besoin, par exemple, de jouer un jeu en réseau, faites quoi? Vous établissez des connexions Wi-Fi pour connecter par exemple les machines et ça vous permet de jouer pendant un certain temps. Une fois que vous avez terminé de jouer, vous rompez toutes les connexions. Donc là, vous avez créé
un réseau ad hoc, un réseau temporaire, c'est-à-dire que dans la durée de temps, elle est limitée. Il a une durée de vie limitée, ce réseau-là. Il a servi simplement pour vous à jouer. Une fois que vous avez terminé, vous avez rompu un des liaisons. Lorsque vous avez besoin, par exemple, d'échanger un fichier, de récupérer des fichiers à partir de votre portable, votre smartphone, vous créez une liaison Bluetooth. Vous échangez les fichiers une fois que vous avez terminé. Donc là, vous n'avez plus besoin de cette liaison. Donc, on parle d'un réseau ad hoc. Donc, les réseaux ad hoc, ce sont les réseaux que vous créez momentanément pour un besoin particulier. La différence avec les réseaux cellulaires, c'est que dans les réseaux ad hoc, il n'y a pas d'infrastructure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équipement fixe. Tout est mobile, c'est-à-dire c'est un réseau qui va permettre d'interconnecter des équipements mobiles, tout le temps mobiles. Et donc, ça veut dire que tous les équipements ont des batteries, tous les équipements n'ont pas de câblage et tous les équipements n'ont pas d'infrastructure fixe. À quoi ça pourrait me servir? Donc, on vient de donner des exemples, mais dans la réalité, si je vais à des échelles plus importantes, les réseaux ad hoc, on va trouver leur utilité dans les cas où le réseau à infrastructure a été détruit ou n'est plus fonctionnel. C'est le cas, par exemple, lorsqu'il y a des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, ou là des ouragans, ou là des cyclones, qui vont détruire tout le réseau fixe. Comment je vais assurer la communication? Ou là, en temps de guerre, par exemple. Comment je vais assurer la communication entre les services de l'État ou là les services de secours? J'ai besoin de pallier au réseau cellulaire ou là aux autres réseaux de communication par un réseau ad hoc. Donc le réseau ad hoc, ça sera quoi? Ça sera installer par exemple des antennes mobiles qui permettent de communiquer entre les différents QG, etc. Pour les secours aussi, pour coordonner les secours, donc installer tous les équipements, par exemple des talkie-walkie ou là avec des antennes. Vous voyez, donc tout ce réseau-là sera créé à partir de rien. Et une fois que j'aurai rétabli donc l'infrastructure de communication, là, j'aurai plus besoin de ce réseau ad hoc. En temps de guerre, par exemple, vous êtes une puissance, on a vu les États-Unis lorsqu'ils ont envahi l'Irak ou l'Afghanistan, et ben, ils ont transporté tous leurs équipements sur des milliers de kilomètres, leurs chars, etc. Ben, ils sont dans un terrain ennemi. Donc, quand ils arrivent en Irak, là, ils n'ont pas d'infrastructure de communication. Donc l'infrastructure de communication terrestre, pour coordonner les troupes marines, tu as la Navy, etc., il faut qu'ils aient un réseau ad hoc, c'est-à-dire créer leurs propres moyens de communication pour que tous les troupes puissent communiquer. Une fois que la guerre a été terminée, c'est bon, je défais avec le réseau ad hoc, il n'a plus besoin d'exister. Donc le réseau ad hoc, c'est un réseau qui est créé et qui n'utilise pas d'infrastructure physique. Bien sûr, si vous faites, vous allez faire remarque RST, par la suite vous allez voir que ce type de réseau a beaucoup de problématiques. Le fait qu'il n'y ait pas d'infrastructure physique, donc ça va amener à trouver comment router l'information, comment gérer le problème de l'énergie. Donc il y a des problématiques que je ne vais pas retrouver dans les problématiques, dans les réseaux par exemple cellulaires. Parce que dans les réseaux cellulaires, il y a une partie fixe qui m'assure quelque part une certaine autonomie, ce qui n'est pas le cas dans le réseau ad hoc. Voilà, donc j'ai terminé avec le cours d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions avant de vous libérer? Alors, s'il n'y a pas de questions, donc demain, le cours, ça sera à 13h, Inch'Allah. Donc, je vous demande, si ce n'est pas encore fait, de contacter Madame Haouni pour qu'elle vous donne le créneau qu'elle va utiliser, soit à 8h, à 9h ou à 11h, je ne sais pas. Par contre, on fera un troisième cours, soit mardi, soit mercredi à 1h. Donc, vous vous mettez d'accord entre vous pour me donner un créneau qui vous arrange. Soit le mardi à 1h, soit le mercredi à 1h. Ok? Vous me rendez une réponse. Parce qu'il faudrait qu'on avance. Il y a la séance de TD dit que je vais vous rassembler pour faire un cours, pour pouvoir avancer. Ok, et ben j'espère que ça a été clair pour le cours d'aujourd'hui. Et je vous dis à demain, Inch'Allah.